Bienvenue à une émission Bibliothèque Médicis consacrée au Troisième Reich. Plus de 60 ans après la mort d'Adolf Hitler, les historiens nous aident à mieux connaître et comprendre ces années qui furent une vraie tragédie et profonde tragédie pour l'histoire mondiale. La réflexion continue, elle est utile pour demain, surtout avec et grâce à des documents inédits de grande force. Comment pareil régime de terreur a-t-il été possible et a-t-il pu s'installer? Comment les Allemands et les contemporains qui ne souffraient pas ont-ils pu vivre presque normalement et parfois dans le luxe? Et puis, comment la plus effroyable machine à tuer, à massacrer, puis à exterminer des humains a-t-elle pu si longtemps fonctionner? Saül Friedlander, je suis très heureux, très honoré que vous soyez avec nous pour cette émission de Bibliothèque Médicis. C'est un plaisir de vous accueillir. Ici, vous publiez au Seuil les années d'extermination, 39-45, l'Allemagne nazie et les Juifs. 1000 pages dont je peux dire qu'on ne sort pas indemne, même si on a déjà beaucoup lu, beaucoup entendu et vu le film de Claude Lanzmann. Vous avez consacré plus de 15 ans à ce livre. Ou de volumes, oui. Il y a un volume qui précède, qui est donc consacré à l'Allemagne nazie et les Juifs jusqu'à la guerre. Et puis alors, ce volume-là qui donc traite des années de guerre. Dans l'ensemble, j'ai passé 16 ans à écrire les deux. J'ai passé 40 ans à m'occuper du sujet. C'est-à-dire toute une vie consacrée. Toute une vie. Et il faut dire qu'il y a des raisons un peu personnelles, oui, historiques et personnelles. Historique, oui, j'aurais pu choisir toute autre chose, mais personnel parce que j'étais réfugié en France. Et comme enfant, j'ai perdu ma famille à Auschwitz. Et vous avez vu partir vos parents? Et on s'est séparés. Et puis ils sont partis vers la Suisse. Ils ont été arrêtés à la frontière suisse, refoulés, transférés à Rivesaltes, et de là à Drancy et de là à Auschwitz. Moi-même, j'étais caché dans appelons ça un petit séminaire à Montluçon. Par des religieux? Par des religieuses, oui, les Dames du Sacré-Cœur. J'avais un autre nom. J'étais devenu catholique, catholique d'ailleurs très pratiquant. Et ce n'est qu'à la fin de la guerre on m'a sorti de là, un peu de force. D'ailleurs, la police a dû intervenir, ce que je n'ai pas su jusqu'à très récemment. Mais pourquoi? Eh bien, parce que on a découvert un document il y a 2-3 ans, dans des archives françaises d'ailleurs, parce que le pape Pie XII avait autorisé le Saint-Office à donner des instructions aux nonces divers, donc le nonce à Paris, je crois que c'était Roncalli déjà, disant la chose suivante: les enfants baptisés dont les parents ne reviendraient pas ne seraient pas rendus. Les enfants cachés et non baptisés dont les parents ne reviendraient pas seraient gardés également. Les enfants non baptisés dont les parents reviendraient, ou je crois même les enfants baptisés dont les parents reviendraient, seraient rendus à leurs parents. Et donc moi j'étais dans la catégorie de ceux qui étaient baptisés et dont les parents ne sont pas revenus. Et il y a eu, je crois, instruction des évêques. On a refusé de dire à 3 reprises que j'existais, jusqu'à ce que le délégué de l'organisation juive qui a été envoyé là a menacé de faire venir la police avec l'accord du préfet de l'Allier. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit oui, effectivement. Et puis. Et à ce moment-là, il ne s'agissait pas de Saül Friedlander. Non, il s'agissait de Paul-Henri-Marie Ferland. Et vous avez des souvenirs d'enfance de cette période-là? Très bien, tout à fait concret. Tout à fait concret. Je suis arrivé là à l'âge de 10 ans, ce qui quand même, et puis je suis sorti à l'âge à peu près de 14 ans. Donc oui, bien sûr. Il y a des années, longtemps, quand vous avez publié en France, le premier livre qui avait fait un bruit fou, et oui. Je pense que Fabrice d'Almeida dans son souvenir, sur le pape Pie XII, vous m'aviez confié que vous ne pouviez même pas survoler l'Allemagne, que ça vous rendait malade.
Est-ce que ça continue ou vous êtes habitué à l'existence d'une autre Allemagne? Non, je m'y suis habitué avec le temps. Non, à l'époque, c'était vrai. Je devais travailler dans les archives allemandes pour ma thèse de doctorat sur Hitler et les États-Unis. Et puis ensuite, bon, il y a eu le P12. Et chaque fois que j'arrivais à Bonn, c'était à Bonn qu'ils avaient les archives du ministère des Affaires étrangères, je tombais malade, j'allais chez le médecin me disait alors vos parents... Vous souffrez d'un mal d'Allemagne, je partais, je m'enfuyais, mais bon, avec l'âge, avec le temps, tout ça a changé. Alors, en 1946, vous sortez? Oui, je sors. Et vous faites vos études à Paris? Oui, d'abord à Saint-Amand-Montrond, ensuite à Paris, à Henri IV, et puis je me suis enfui du lycée pour aller acheter du pain à 4 heures de l'après-midi. J'étais un interne. Je suis parti avec un groupe à Marseille, et de là, sur l'Altalena, un bateau de l'Irgun d'ailleurs, je suis arrivé en Israël 15 jours après la création de l'État. Ouais. Donc depuis lors... Vous vivez en Israël et aux États-Unis, voilà. Et vous avez fait vos recherches où? À travers le monde, l'Allemagne, surtout en Allemagne. Et est-ce qu'il y a maintenant des archives ouvertes par l'ancienne Union soviétique, la Russie, oui, qui apportent... on y trouve énormément de choses. Alors moi, je suis pas... je sais tout ça, si vous voulez, par collègues interposés. C'est eux, bien plus jeunes, qui sont allés à Moscou, qui ont trouvé énormément de choses. Le document, je crois, crucial, et ça il faut le dire aux téléspectateurs, qui nous indique quand à peu près Hitler a décidé de l'extermination de tous les Juifs d'Europe, c'est l'agenda de travail de Himmler, où il notait ceux qu'il rencontrait pendant 2 ans, jour après jour, et au 17 décembre 1941, nous avons Führer, donc rencontre avec Hitler, Judenfrage, question juive, ausrotten als Partisanen, exterminés en tant que partisans, c'est-à-dire ennemis de l'intérieur, ceux qui combattent derrière les lignes, ceux qui vont nous essayer de nous poignarder dans le dos, référence évidemment à la Première Guerre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour un historien, la recherche continue et on peut encore apprendre chaque jour des éléments nouveaux sur ce qu'a été la guerre. En tout cas, je pense que vos livres, il faut les avoir dans sa bibliothèque, je le dis, aux côtés des travaux de Raoul Hilberg, de Serge Klarsfeld et peut-être de Shoah, le film de Claude Lanzmann. Fabrice d'Almeida, vous publiez aux éditions Tempus La vie mondaine sous le nazisme. Mondaine. Oui, mondaine. Je peux juste dire un mot parce que je suis très très heureux de voir Saul Friedlander ici à Paris. Et franchement, bon, je trouve que je travaille sur le nazisme depuis quelques années seulement. Je suis un peu un débutant à côté de lui. Et il faut que, je sais pas si le public a vraiment en tête l'immense figure qu'il est comme historien, à la fois comme homme, parce qu'il a levé des questions extraordinaires. Vous avez parlé de P12. Il y a P12, mais il y a aussi Kurt Gerstein. Ouais. Et Kurt Gerstein, c'est un dossier fondamental sur le nazisme, puisque c'est quelqu'un qui nous fait voir, nous fait comprendre de l'intérieur. Celui qu'on appelle le vicaire de Dieu. Qui va mettre au point une partie de la solution finale par le gaz, pour montrer l'efficacité. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans la machine, mais qui s'en veut d'être dans la machine, et qui va se suicider pour ça. Et vous l'avez sorti, j'allais dire, de l'anonymat pratiquement. Et ça, c'est extraordinaire. Les 2 livres avaient déclenché un scandale dans toute l'Europe et en France. Alors, dans les années 60. Oui, c'est ça qui est intéressant. La vie mondaine. La vie mondaine. Il y avait une vie. Il y en a une importante, il y en avait une en France aussi pendant la guerre. On pourra en discuter un de ces jours. Mais effectivement, il y avait une vie mondaine sous le nazisme, très importante. Je dirais même que la vie mondaine sert au nazisme à accéder au pouvoir. Puisque Hitler, très tôt, va se lier avec au départ quelques personnes. Et puis petit à petit, ça prend de l'ampleur. Et puis les élites se rallient, de plus en plus les élites. On va voir pourquoi tout à l'heure. Voilà. Mais ça veut dire que pendant la guerre, pendant l'occupation par les nazis d'une grande partie de l'Europe, l'aristocratie allemande, si je puis dire, avec les nouvelles recrues du nazisme, dansaient, chantaient et buvaient le champagne. On pourrait même se demander s'ils n'ont pas fait ces invasions pour avoir plus de champagne. Oui. Et en tout cas, il faut dire que des Français aussi s'accommodaient bien du comportement et des mœurs de l'occupant. On va en parler dans un instant avec Oliver Lubricht, qui arrive de Berlin avec un peu de retard. Il est en train de se maquiller pour Bibliothèque Médicis. Et il publie Voyage dans le Reich des écrivains européens visitent l'Allemagne. Julien Hervier, c'est vous qui avez été chargé d'éditer chez Gallimard, dans la collection de la Pléiade, voilà les 2 journaux de guerre
du grand Ernst Jünger. écrivain allemand Ernst Jünger, oui. mort en 98, c'est-à-dire il y a 10 ans. C'est ça. Il avait, Pratiquement 103 ans. et il y en a deux, 14-18 et 39-48, on en parlera beaucoup, c'est-à-dire 3 ans, vous dites, vous allez jusqu'à 48. Pourquoi 3 ans après la chute de Berlin, la chute du Reich? Eh bien, là, c'est tout simplement parce que Jünger a continué à tenir son journal comme de la débâcle allemande et des années d'occupation. Hein, là, la situation s'inversait. Et donc, il a considéré qu'il continuait à donner ce témoignage sur l'après-guerre pour l'Allemagne, vécue dans un petit village. Alors, il a été lu, respecté comme écrivain, comme combattant pour la Première Guerre mondiale. Il avait été blessé, récompensé, etc. Et en 40, il était en poste à Paris. Je note, hein, où logeait-il? C'est ça. Alors, où logeait-il? Voilà. Alors donc, c'est le type même de ces Allemands qui ont pu participer à la vie mondaine de la France à Paris. Il se partageait entre l'hôtel Raphaël et l'hôtel Majestic. Alors Majestic, c'était le bureau et l'endroit où il était logé. Enfin, après avoir été à Vincennes au début. Et il fréquentait le salon de Florence Gould, où il rencontrait beaucoup de monde. On va le voir tout à l'heure. J'ai rencontré Paul Morand, puis Céline vient le voir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment, on trouve dans le livre de Saül Friedländer le témoignage d'une rencontre de Jünger avec Céline. Mais on va en parler tout à l'heure. Et voilà, monsieur Olivier Loubricht. L'avion avait du retard. Je suis désolé. Ah oui. Bonjour. Bienvenue. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous publiez ce livre chez Actes Sud, Voyage dans le Reich. Oui. Qui voyageait? Des écrivains, beaucoup. J'étais étonné vraiment par le grand nombre d'écrivains internationaux qui ont voyagé. C'était des écrivains, mais aussi des diplomates, des voyageurs privés, des gens qui voyageaient pour des raisons professionnels, des correspondants de plusieurs pays. Et ils venaient d'horizons tout à fait différents. Tout à fait différents. Des sympathisants aussi, des collaborateurs comme invités officiels du gouvernement allemand, et aussi des gens qui voyageaient de manière clandestine pour écrire des reportages pour des journaux communistes, par exemple. Et vous citez Beckett, Camus. On s'est dit, mais pourquoi Camus? Pourquoi Albert Camus? Oui, dans le cas de Camus, c'était un voyage tout à fait privé. Il voyageait avec des amis. Il faisait un voyage en bateau, en kayak, en fait, comme tourisme en 1936. Au moment des Jeux Olympiques? Oui. Aujourd'hui, ça nous paraît absurde, non? Du tourisme en Allemagne nazie, mais ça existait. Et Samuel Beckett, il passait quelques mois en Allemagne. Il étudie la langue. Et il s'intéresse à l'art interdit. Oui. Et vous citez Denis de Rougemont, Simenon, Virginia Woolf, Karen Blixen, la ferme africaine Out of Africa. Mais elle, c'était une fanatique du régime hitlérien. Non, pas du tout. Il y a des citations. Oui, mais je trouve son reportage assez contradictoire. De l'un côté, elle est choquée par les manifestations du pouvoir hitlérien, et de l'autre côté, elle est attirée par l'érotisme du pouvoir, par l'architecture et le kitsch on a dit, fasciste. Dans cette présentation, Georges Simenon à Berlin, vous racontez qu'il croise Hitler dans un ascenseur de l'hôtel Kaiserhof. Et qu'est-ce qu'il dit, vous vous en souvenez? Oui, c'est un des voyageurs les plus clairvoyants, je trouve. Il est là juste 4 semaines après la prise de pouvoir de Hitler, et dans son article est accompagné par une image, une photo d'un assassin pervers. Et le sous-titre est « C'est pas Hitler, mais il lui ressemble, c'est Kürten, le vampire de Düsseldorf ». Il n'a rien à voir avec Hitler, mais l'analogie est bien claire. Oui, mais vous dites, et il paraît que Simenon disait, Hitler les a remis dans le rang. Il va les astiquer, leur redresser la tête, les mettre à neuf de haut en bas, ainsi que je les ai vus déferler sur deux, confiants dans leur destinée et dans leur caporaux au long des rues en 1914. On reviendra sur ce témoignage et ce qu'il apporte et ce qui permet de comprendre de l'Allemagne qui se préparait à la guerre et qui était dans la guerre. Salut de Friedländer, vous vous efforcez d'expliquer l'énormité d'une tragédie
qui provoque chez nous toujours l'incrédulité. Ça s'est produit, ça a existé, et vous dites c'est incroyable. Mais ça a existé. Oui, Incroyable. enfin, quand je dis c'est incroyable, ce que j'essaye de dire, c'est que l'histoire telle que nous l'écrivons aplatit en quelque sorte les événements extrêmes. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'écrire cette histoire aussi précisément que j'ai pu le faire, et tout en laissant ce reste, si vous voulez, par la voix d'ailleurs des victimes qu'on entend constamment, et ce reste d'incrédulité, eux-mêmes ne croient pas à ce qu'ils voient, et le lecteur, avec eux, en quelque sorte, s'arrête pour un moment de lire et se dit, mais ça va pas. Non, enfin, oui, parce que vous avez enrichi la connaissance de l'époque, hein, Monique, grâce à des témoignages inédits, à des documents personnels, à des journaux de gens les plus inattendus. À la fois le simple soldat allemand, le troufion, quoi, hein, le chef, l'officier, et puis aussi des chroniqueurs. Vous citez Klemperer qui a écrit un livre, et on le voit à travers tout le livre. Lui, vraiment, c'est parce qu'il va survivre, l'un des rares. Hein, il survit. C'est l'un des rares qui survivent. Ouais. Et je ne sais pas combien de chroniqueurs j'ai cités juifs dans le second volume, des dizaines, enfin une vingtaine, peut-être plus. Il y en a 3 ou 4 qui survivent. Donc, à la fin, il y a cette liste. Je récapitule en quelque sorte les noms. Ceux-là et ceux-là et ceux-là, tous morts, tous assassinés. Et il y en a quelques-uns qui survivent, et ne serait-ce que la liste, ça suffit pour avoir une image. Ce qui frappe, c'est que sur les 6 millions de juifs qui sont morts, parmi eux, il y a 1 500 000 de moins de 14 ans. Oui. Et parmi eux, il y a des chroniqueurs. Alors nous connaissions tous Anne Frank et son journal, mais vous parlez d'un gamin de 12 ans, David Rubinovitch. Oui. Et comment il écrivait? Où il écrivait? Sur des cahiers. Il écrivait sur son cahier d'écolier. Il avait 4 ou 5 cahiers. Et il notait, j'ai vu un renard aujourd'hui, ça je ne l'ai pas cité, mais il était vraiment le gosse, quoi, vivant à la campagne, un des rares juifs que j'ai rencontrés parmi ces chroniqueurs qui vivaient à la campagne, près de Kielce, et qui dit, voilà, aujourd'hui je suis allé sur la route, etc. Et la police est arrivée, on a tué 2 juives sur la route, comme ça. Et alors, je suis très triste parce que je comprends pas, etc. Donc, c'est vraiment l'enfant. Et sans la sophistication, si vous voulez, d'Anne Frank. Et il y a beaucoup de lycéens, de lycéens, jeunes dont souvent les journaux, donc les chroniques, journaux privés, s'arrêtent au milieu d'une phrase. Chez David Rubinovitch, son journal, qu'on a retrouvé ensuite dans un fossé, s'est arrêté au milieu d'une phrase. Mon père est rentré. C'est un jour vraiment heureux, mais je ne sais pas qui. Et voilà. Et il a été arrêté à ce moment-là. Il est mort sans doute à Belgette. Oui. Vous commencez le 2e tome en 1939. Hitler avait déjà annoncé ses objectifs avec Mein Kampf en 1920. 1933, les années suivantes, les Juifs connaissaient la persécution dont parlait tout à l'heure Monique. Oui, qui apparaît immédiatement. Enfin, dès la prise du pouvoir d'Hitler, 30 janvier 1933, vous montrez comment le monde intellectuel est soit décapité, soit se retire, s'exile. Beaucoup s'exilent dès les premiers jours qui ont suivi la prise de pouvoir de Hitler. Les opposants politiques et les Juifs. Oui. Et ceux qui étaient les deux, évidemment, s'enfuient autant que possible. Benjamin s'enfuit, le chef d'orchestre Klemperer s'enfuit, ils sont très nombreux à s'enfuir. Otto Klemperer s'enfuit. Dès les premiers jours, donc ceux-là ont compris immédiatement. Dans le journal de Goebbels que vous citez, et qui a été traduit en français, et puis dont on nous recommande la lecture parce qu'il apprend beaucoup de choses, et il y a des tas de portraits, il dit « Un juif n'est rien, un paria », et Goebbels disait en sortant de ses entretiens avec Hitler « Un juif n'est qu'un déchet, et il faut le traiter comme tel ». La persécution, elle se met en place. Salut Friedlander, qui en est responsable? C'est le grand problème. Et vous savez que les historiens, pendant ces dernières années, et surtout à partir des années 80 jusqu'à ce jour, ont souvent eu tendance à voir dans un système bureaucratique, administratif, impersonnel,
la machine qui, à partir de définitions, a amené d'étape en étape à l'extermination. C'est vraiment gommer Hitler, c'est gommer l'idéologie. Or, il y avait Hitler, il y avait une idéologie, il y avait un système qui le portait, et il y avait une population. Et c'est ça le problème pour l'historien, une population qui participait, elle était soit indifférente, soit plutôt pour les actions anti-juives, et puis des historiens récents comme Guetzali nous ont montré qu'on y gagnait beaucoup si vous voulez, participer à l'action. Et puis, il y en a qui se réjouissaient, il y en a beaucoup qui s'amusaient même. Oui. Mais vous citez tout de même, il faut le dire, des petits groupes d'Allemands qui dans les années 42-43, à Berlin, ont réussi à cacher, protéger au risque de leur vie. Ils n'étaient pas nombreux, mais vous le dites. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient là. Il y en a eu en Pologne aussi, et ça, c'était vraiment risqué, l'exécution immédiate. Il y en a eu bien sûr en France. Ce que j'ai essayé quand même de montrer, c'est que le phénomène était allemand, bien sûr, appelez le système politique comme vous voulez, fascisme, totalitarisme, peu importe maintenant, il était également européen. Le pyromane. On va le voir aussi sur les Français. Oui. Mais vous soulignez très bien, et c'est un grand apport de votre livre, à quel point Hitler a tout de même lancé cette politique. C'est lui qui en était, pour finir, l'origine. L'antisémitisme du peuple allemand existait, mais sans Hitler, ça n'aurait jamais donné ce que ça a donné. Sans Hitler, il n'y aurait pas eu... Le système serait resté immobile, et sans le système, Hitler n'aurait pas été impuissant. Donc, il y a ce va-et-vient. Mais vous introduisez cette notion d'antisémitisme rédempteur qui vous paraît vraiment la caractéristique de l'époque. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement et quand Hitler a-t-il pris, enfin, comment c'est forgé étape par étape, vous nous avez rappelé quand tout à l'heure, la décision d'aller jusqu'à l'extermination, de passer justement de la terreur au meurtre de masse et à la Shoah? Alors, pour ce qui est de l'idéologie hitlérienne, ce qui est curieux, c'est qu'on a les lettres, les cartes postales, les lettres de Hitler jusqu'à 1918, si vous voulez. On a les débuts. On ne voit pas de signe d'antisémitisme. Enfin, rien n'est exprimé dans ce sens-là. Un peu de xénophobie, mais enfin, rien de clair. Et on a l'impression que le discours politique commence vraiment avec la défaite, etc. Alors, est-ce que vraiment il y avait déjà une sorte de soubassement viennois qui remonte? Je ne sais pas, je crois que personne ne le sait. Hitler allait même dîner dans des familles juives, comme on le sait maintenant, qui achetaient ses peintures, les petits tableaux qu'il dessinait à Vienne. Et donc, on n'a pas l'impression d'un personnage foncièrement qui est... Alors pourquoi il le devient? Voilà, il le devient avec ce qu'il appelle la défaite, la révolution. Les Juifs sont responsables, et surtout il rencontre quelqu'un qui lui inculque un antisémitisme vraiment radical, extrême, c'est Dietrich Eckart, et il est entouré de gens qui amènent l'antisémitisme. Mais Dietrich Eckart, on va le trouver dans les salons. Oui, on va le trouver dans les salons, évidemment. J'imagine. Les pièces, l'écriture. Oui, chez les Bechstein, sans doute, ou chez les Wagner. Ce sont les deux que vous citez, des introducteurs chez les Bruckmann, notamment. Chez les Bruckmann, voilà. C'est effectivement un personnage intéressant, parce qu'en plus, il était berlinois au départ. Qui n'était pas du même milieu, qui était plutôt d'un milieu modeste, etc., qui l'amène dans ces salons, et peu à peu, on va voir que ça va se transformer en dévotion. Bah oui, mais avec une dimension, moi, que je trouve intéressante, de penser, c'est que le lendemain de la guerre en Allemagne, il y a une société politique très agitée, il y a des révolutions pro-bolcheviques, il y a des oppositions, il y a des corps francs qui reviennent d'une guerre, et donc il y a un parfum d'aventure qui est autour d'Hitler, et qui fait que, même si c'est pas tout à fait, j'allais dire, quelqu'un de notre monde, façon de parler, en se situant du côté mondain, même si c'est pas tout à fait ça, au fond, c'est un de ceux dont on sent qu'il fait l'actualité. Ça, c'est ce que faisait, comment l'appelait-il, Ernst Jüngern, Kniebolo. Kniebolo, c'est ça, c'est le nom qu'il donne à Hitler. Mais en fait, Kniebolo est partout dans la période. Jüngern n'a jamais rencontré Hitler, et il est
était admiré de lui à cause de son héroïsme pendant la Première Guerre, mais celui qu'il a très bien connu, c'est Goebbels. Et d'ailleurs, je pourrais dire que c'est une des chances d'Ernst Jünger, c'est d'avoir bien connu Goebbels, parce que il a été, une fois qu'il est sorti de l'armée en 23, un écrivain politique d'extrême droite, un nationaliste virulent, mais il vivait d'abord à Leipzig, puis il était allé s'installer à Berlin parce qu'il écrivait dans des tas de petites revues qui étaient publiées à Berlin. Et comment il revient dans l'armée? Alors non, enfin il revient à l'armée quand il est mobilisé en 39. Hein. Et donc à Berlin, il fréquentait les soirées données par l'éditeur Rowohlt, qui recevait tout le monde. Enfin, ça devait être un monde extrêmement pittoresque, avec ce côté d'aventurier dont on parlait à l'instant. Et là, il a rencontré Goebbels. Sa femme était même amie avec une des petites amies de Goebbels qui donnait à la famille des renseignements sur ce que Goebbels racontait de lui. Oui, mais Goebbels, d'après ce que vous racontez, à un moment a voulu le censurer. C'est Hitler qui a dit on ne censure pas. Alors, si vous voulez, je disais ça pour expliquer que Jünger a vu ce que c'était que le caractère criminel de l'équipe dirigeante du nazisme. Et donc, ça l'a mis en garde et il a pris ses distances. Est-ce qu'il a été nazi? Il n'a jamais été nazi, il n'a jamais été au parti, il a refusé... Il a bien porté l'uniforme, les bottes. C'est un coureur. Il a porté l'uniforme de l'armée allemande, ce qui n'est pas du tout la même chose. On l'a vu à cheval, rue de Rivoli, à la tête des troupes. Alors c'est ça c'est maintenant l'image canonique de la publication. Ben, bien sûr, vous savez, c'est très compliqué. Il a expliqué lui-même, il parle du problème de Coriolan. Vous savez, ce général romain qui s'est révolté contre son pays. Et donc, avant de faire la démarche de Coriolan, il a, en bon allemand, revêtu l'uniforme quand il a reçu sa fiche de mobilisation. Donc son appartenance à l'armée allemande est quelque chose de très différent d'une appartenance notoire, même si quelquefois dans son journal il écrit « Les nazis sont répugnants » et j'ai déjà supprimé le mot allemand de tous mes livres pour ne pas avoir à partager avec eux. Mais on ne peut pas dire c'est journal de guerre, oui. Mais c'est un être plein d'ambiguïté, voire de contradictions. En mai 40, c'est fin mai 42, le port de l'étoile jaune est imposé aux Français d'origine juive. Apparemment, Jünger est très choqué lorsqu'il voit 3 jeunes filles quelques jours plus tard portant l'étoile jaune et décide que devant des juifs, il faut traiter des juifs contraint à porter cela comme des héros, et il salue militairement un médecin juif qui sort d'une librairie, Camissé, qui sort d'une librairie, il le salue militairement pour faire honneur à son étoile jaune. Et donc c'est une chose assez compliquée, un mélange de grandeur militaire, d'héroïsme et puis d'accompagnement. Il appartenait à l'extrême droite allemande dans les années 20. Moindre problème. Et son frère, n'est-ce pas, son frère était encore plus activiste. Oui. Alors on revient à votre récit. Saül Friedlander, la terreur, quand elle commence, on voit déjà apparaître le brassard qui va s'installer, ce phénomène dans toute l'Europe, l'Europe centrale, etc. Le brassard, et vous dites, il fut suivi, le brassard, par l'interdiction de changer de domicile. Oui, vous voulez dire l'étoile. En Pologne, c'était des brassards. Mais en Allemagne et ensuite dans toute l'Europe, en fait, ce sont des étoiles qui... Interdiction de changer de domicile, exclusion d'une longue liste de professions, l'interdiction d'utiliser les transports en commun ou de fréquenter les restaurants ou les parcs. Oui. Et ça monte de plus en plus. Oui, mais il n'y a pas une continuité aussi évidente. C'est-à-dire que la persécution est clair. La première étape, c'est, si vous voulez, la ségrégation. Le but est la ségrégation des Juifs de la société allemande. Je parle des années 30. Ensuite, c'est l'expulsion des Juifs du territoire du Reich, et finalement, on utilise la violence, on trouve un prétexte, la mort de Fomrat, qui est assassiné par Greenspan pour déchaîner la violence. Les Juifs essayent de s'enfuir, n'y arrivent pas. Si vous voulez, on les pousse dehors. Et puis la guerre arrive. 3 millions de Juifs, enfin 2 quarts en Pologne occupés par les Allemands, puis ensuite les chiffres augmentent. Maintenant, que faire?
plans territoriaux, Lublin d'abord, est de la Pologne, on va parquer les Juifs d'Europe là-bas pour qu'on s'en débarrasse. Ça ne marche pas, évidemment. Madagascar, colonie française, il y avait eu des plans Madagascar avant, ça ne marche pas. Bien sûr, la guerre continue. Le nord de la Russie, après la victoire, ça ne marche pas. Le gaz, bientôt. On les extermine. Si vous voulez, mais l'extermination, je crois, n'est pas dans le programme initial au début de la guerre, mais elle devient... Mais étape par étape, on voit bien quand la guerre prend telle ou telle tournure, il passe à une phase encore plus dure. Voilà. Olivier. Je trouve que ça, c'est un aspect très intéressant dans les matériaux que j'ai essayé de réunir. Qu'est-ce qu'on pouvait savoir? Et les voyageurs étrangers documentent d'une façon beaucoup plus franche et complexe et honnête, il me paraît, que la majorité des Allemands, après la guerre, ce qu'ils savaient à un certain moment donné. Et à partir de quel moment, par exemple, savait-il que ça amènera à une extermination systématique? À quel moment vous avez un peu déduit? Il y a par exemple, l'auteure américaine Martha Dodd, en 37-38, elle écrit que c'est le but, l'anéantissement complet. Oui, mais ça, elle le sent en quelque sorte, sans que ce soit vraiment encore le but. Mais elle a l'intuition, si vous voulez, de la situation. Et après, c'est aussi en 40, 41, les gens parlent avec des soldats allemands et après... Les soldats amènent les informations. Junger, dans son journal, en 42, rencontre un officier qui était sur l'Est et qui lui raconte les fusillades de masse qu'il y a eu, non pas en 42, mais effectivement, dès le mois d'août 41, sur le front de l'Est, quand on commence avec l'Einsatzgruppen, à massacrer les dirigeants communistes, puis les familles juives. Enfin, vous l'expliquez très bien aussi, et c'est amusant de pouvoir faire le lien justement avec Junger. C'est ça, alors, on retrouve, voilà. Et je crois que les historiens accordent de plus en plus d'importance à ces massacres qui se sont faits de façon non industrielle, parce que le nombre de morts est déjà épouvantable, celui provoqué par les Einsatzgruppen. Ceux qui auront lieu en Mais il n'y a pas que Ukraine, la par Pologne, exemple, avec les Pays-Baltes aussi. Dans les Pays-Baltes, ça a été très vite fait, en 3 mois. Là, on parlait de Junger faisait partie des gens qui pouvaient avoir des informations par ses amis qui étaient sur le front de l'Est. Et là, c'est une chose aussi très, très, très claire chez lui, c'est qu'il y a un côté un peu à l'ancienne mode de maintien de l'honneur militaire et de l'honneur chevaleresque. Et Junger voudrait croire que la Wehrmacht, en tant qu'armée, justement, bien distincte de la SS, se tient à l'écart de ces massacres. Et on sent dans son journal qu'il est obligé de reconnaître que même l'armée allemande participe à cela. Et il y a des choses même où il le dit très clairement, où il est très frappé, où un officier décide de tuer lui-même d'une balle de la tête un de ses soldats, qui est déserteur ou je ne sais plus ce qu'il a fait, où il a tenu des propos défaitistes. Et pour Junger, l'officier, le colonel, c'est le père de son régiment. Et là, il y a un manquement grave de cette caste militaire à laquelle il est attaché devant les lois de la simple humanité, je dirais. Il y a tellement d'exemples chez vous. Juste un tout petit mot, parce qu'il y a quand même un espèce de mythe qui a été propagé après la Deuxième Guerre mondiale de la Wehrmacht, entre guillemets, propre par rapport à la Waffen-SS qui serait forcément complètement sale. Or, ce qu'il faut quand même dire, c'est que sur le front de l'Est, la Wehrmacht va participer des 2 mains au massacre. Si on prend la Yougoslavie, elle fait des massacres de juifs sans un seul SS dans le périmètre. Donc c'est vraiment une armée qui est l'armée que Hitler a construite. C'est Hitler qui l'a fait. Vous vous souvenez, Jean-Michel Leleu qui avait écrit un remarquable livre sur la Waffen-SS. Monique? Ça, c'est remarquablement montré dans la première partie de votre livre sur les années d'extermination, le rôle de la Wehrmacht. Et ce qui est très frappant aussi, ce que vous arrivez à analyser, parce que c'est quand même un phénomène mystérieux, c'est que plus il y a de persécutions contre les Juifs, plus l'ambiance est antisémite. C'est-à-dire que le fait que ça se produise, ça lève des tabous psychologiques ou des tabous moraux, même, il faut parler de cela, et qu'il y a une sorte d'accommodation psychique, morale, à l'antisémitisme à tous les niveaux de la population, à tous les niveaux de ceux qui sont en position de décider Il en reste des traces ou d'être témoins. Jusqu'à quelle année en Allemagne de cet antisémitisme?
jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon. Ça, c'est un phénomène. Mais c'est un phénomène étonnant parce qu'on aurait pu imaginer que des personnes auraient protesté. Ce sont nos amis, nous travaillons avec eux. Or, c'est pas ce qui se passe. Il y a des sondages qui parlent de 20% de la population qui a un antisémitisme latent. En France, Saül Friedlander, vous dites sur les 330 000 juifs d'avant-guerre, plus de la moitié étaient étrangers ou nés de parents étrangers. Ils étaient venus entre 33 et 39. Ça avait contribué à augmenter un antisémitisme latent en France. Mais ce que vous montrez, c'est que les grandes voix qui s'étaient élevées pour défendre les juifs défendaient les juifs français et pas les juifs étrangers. Oui, c'est ça la triste histoire, si vous voulez, pas de la France. Comment, Monique ? Je veux dire, pardonnez-moi. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, mais je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrivait. En Angleterre, tout à fait en dehors du contexte de la guerre aussi, la gentry juive s'est opposée à l'arrivée des juifs étrangers. Mais c'est pas une consolation. Non, mais parce que des privilèges ont été acquis, un statu quo a été mis en place et on ne veut pas le voir mis en cause pour ceux qui arrivent d'ailleurs. Je pense qu'il y a une distinction claire dans les esprits des Juifs français, des Israélites français, entre eux-mêmes, qui font partie de la nation, qui sont égaux aux Français, pensent-ils, et les Juifs étrangers qui arrivent et qui d'ailleurs introduisent dans l'atmosphère publique un antisémitisme, etc. Et on a malheureusement, mais c'est dans chacun des pays d'Europe que je survole, si je peux dire, il y a les Juifs locaux qui s'opposent aux Juifs étrangers qui arrivent. Ça va se répercuter ensuite à l'Est quand les Juifs allemands vont être déportés à Lodz, les Juifs de Lodz vont montrer toute leur hostilité, une revanche en quelque sorte aux Juifs allemands. L'exemple peut-être le plus extrême, c'est l'exemple des Juifs hollandais. La bourgeoisie juive d'Amsterdam est persuadée que ce sont les Juifs, les étrangers, donc les Juifs allemands qui avaient émigré en Hollande, qui avaient cherché refuge en Hollande pendant les années 30, qui vont être mis à Westerbork et ensuite déportés. Et puis, quand ils arrivent, les Juifs hollandais arrivent à Westerbork, c'est les Juifs allemands qui sont sur place, qui travaillent avec le commandant pour mettre les Juifs hollandais sur les trains. Si je peux juste dire quelque chose, mais c'est important parce que on oublie cela, évidemment, avec l'expérience d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas de sentiment communautaire des Juifs, il n'y avait pas de sentiment de la communauté juive au-delà des frontières à l'époque. Les Juifs locaux. Non, mais ils ne faisaient pas communauté avec les Juifs venus d'ailleurs. Il n'y avait pas de sentiment communautaire. C'est ce que dit Saül Friedlander. Vous dites, ce qui est frappant, c'est la désintégration continue de la solidarité juive générale, si tant est, elle n'ait jamais existé. Voilà. Et quand un historien détaché, etc., mais comme vous, qui a souffert, voit ça, il doit dire toute la vérité, il doit tout raconter, même si ça le secoue. Oui. J'ai hésité à mentionner tout ça, mais ça me sautait aux yeux et il fallait le dire. Fabrice d'Almeida, d'où vient la haute société nazie ? Comment elle s'est développée ? D'abord, j'allais dire tout pouvoir fabrique sa haute société. Mais celle-là, elle est un peu particulière parce que, à la fois, elle essaye de combiner, disons, des éléments réactionnaires, refaire le grand Reich de Guillaume II, en fait. Il y a cette espèce d'arrière-pensée, et en même temps moderniser l'Allemagne. C'est un peu le paradoxe. C'est pour ça qu'on peut avoir des gens qui ne se seraient pas fréquentés en d'autres temps, c'est-à-dire des arrivistes de classe moyenne, et puis des aristocrates, de grands militaires, qui très tôt sont déjà dans le mouvement nazi, et puis, j'allais dire, toute la bourgeoisie intellectuelle qu'on a tendance souvent à sous-estimer, mais il y a des intellectuels nazis et qui le sont parfois très avant et très longtemps dans le régime. Il y en a un qu'on connaît tous, qui est quand même Heidegger, il faut quand même le dire. On a Carl Schmitt aussi. On peut pas dire ça. Heidegger encarté nazi, membre du parti nazi, Heidegger qui reste et qui demande l'élimination des universitaires juifs dans son université, qui participe à l'organisation de l'université nazie. On avait fait toute une émission. On peut en discuter si vous voulez, mais là franchement c'est mal. Fabrice Dalméda, on a fait toute une émission sur Heidegger avec deux philosophes qui... J'ai pris exprès les deux exemples sur lesquels on se dispute, Heidegger et Carl Schmitt. En 1950, Hannah Arendt apprécie le journal de guerre d'Ernst Lueger et elle l'absout. Elle dit « Il fut lui-même du début jusqu'à la fin un anti-nazi actif et sa conduite prouve que la notion d'honneur, certes désuète, suffisait amplement à la résistance
individuelle. C'est un peu facile. Alors, pour faire plaisir à Fabrice Amélia, j'ai dit oui, peut-être qu'elle se souvenait de sa relation personnelle, on va dire amoureuse avec Heidegger, mais Monique n'aime pas que je rappelle des vérités de cette nature, mais qui ne sont pas moins des vérités. Elle lui écrit une lettre en 1933, au moment où elle quitte l'Allemagne, une lettre assez ferme, tout de même. Oui, d'accord. C'est la seule. Mais elle le dédouane après la guerre. C'est ça. C'est qu'elle est pour la réconciliation après-guerre. Il y a quand même cette dimension qu'il ne faut pas oublier. Vous écrivez? Oui. C'est ça, là, oui, il ne faut quand même pas mélanger le cas Heidegger et le cas Jünger. Non, c'est autre chose. Mais c'est parce qu'il en parlait. On s'est amusé, si je puis dire, avec ces choses dramatiques. Vous écrivez, Fabrice, les mondanités sont au cœur de l'idéologie totalitaire nazie. Oui, parce que je pense que pour les très hauts dirigeants du parti nazi, le seul moyen de faire que ça fonctionne, c'est que les gens soient solidaires entre eux. Pour qu'ils soient solidaires entre eux, il faut qu'ils se fréquentent, il faut qu'ils se rassemblent. Les masses, on les rassemble dans des grands rassemblements, mais les élites, on les rassemble dans quantité de petits rassemblements, et il y a une véritable politique de fêtes, de bals, de dîners, et c'est travailler avec une vraie bureaucratie. En Allemagne, mais dans les ambassades allemandes d'ailleurs. Évidemment, parce que l'objectif, et ça je crois qu'il le dit très bien, l'objectif c'est de créer une illusion nazie, c'est-à-dire vraiment montrer qu'on va être capable de changer le monde, mais de le changer positivement. Et c'est pour ça que des Américains, des Anglais, qui ne sont pas allemands, vont parfois être totalement séduits par ce modèle. On va voir se développer l'esprit de cour, et comment les grandes familles, les grandes aristos, les grandes familles allemandes acceptent les profiteurs, les voyous. Les invitent au mariage de leurs enfants, participent au mariage des familles du parti nazi, pour que les enfants aussi organisent les balles, pour que on se rencontre et que ça finisse par faire, pour que ça finisse par faire une belle élite. Et la nouvelle élite nazie. Et d'après, ça arrive très tôt, parce que Göring avait évidemment été même d'origine partiellement noble, et il se marie avec quelqu'un qui a beaucoup de moyens, et pareil pour Goebbels, d'une certaine façon, il se marie avec l'ex-femme d'un banquier. Ce qui est extraordinaire dans ce livre sur la vie mondaine, c'est ce que vous restituez comme cet affreux banquet, un banquet de fête qui dure pendant 12 ans, avec tous les systèmes de rivalité, de hiérarchie, tous les codes de la vie mondaine qui sont implacables, à côté d'un sacrifice non moins affreux. Et ce parallélisme entre les deux est saisissant. Vous le situez parfaitement. Il va de pair avec ce que disait Saul Friedlander de l'antisémitisme rédempteur. C'est-à-dire que je pense que cette fête qui permet de créer un groupe allemand, parce que c'est comme ça qu'on raisonne, une Volksgemeinschaft, cette fête ne peut exister que s'il y a le massacre systématique de ceux qui sont impurs. Et dans les autres, auxquels ils sont indifférents. Vous allez dire, dans les autres, se fichent totalement. Alors, comme une coupe à la main. Mais c'est de l'humain. On célèbre le Führer. C'est de l'humain. C'est de l'humain. Donc, en fait, il y en a un certain nombre qui vont se poser des questions. Il y en a d'autres moins. Bon, on peut en discuter. Mais disons que le fond du problème, c'est qu'ils savent, mais ça ne fait pas un problème. Ils sont vraiment insouciants. Vous avez disposé de sources plutôt inexploitées. J'ai des carnets privés. On parlait avec Monique de ce que vous montrez, des cartons d'invitation des balles, la place à table. Les plans de table. C'est le plus fou, c'est de penser qu'une administration conserve tout. Elle conserve les plans de table, les plans dans les voitures, parce que quand il y a des cortèges, on distribue les gens dans les voitures. Donc on peut voir qui est avec qui, ce qu'on mange, bien sûr, et la ration alimentaire de ce qu'on mange, y compris au moment où il y a le rationnement pendant la guerre. Et on voit bien là que le rationnement alimentaire profite énormément. La ration alimentaire allemande augmente jusqu'au début 1944. Et est-ce qu'il y a des écrivains ou des auteurs dont vous parlez qui assistaient, qui participaient à ces fêtes? Bien sûr, des écrivains étrangers. Absolument. Et ils le disent, ils le racontent. Et Denis de Rougemont, par exemple, il participe à un rassemblement nazi, et au milieu d'une foule complètement enthousiaste et extatique, il écrit « Je suis seul et ils sont tous ensemble ». Et après, il se demande pourquoi est-ce que Hitler n'a pas besoin d'une protection spéciale au public. Et ça, je trouve très inquiétant, sa réponse est « On ne tire pas sur un petit bourgeois qui est le rêve de 60 millions. Ouais. Et qu'est-ce que les écrivains, les documents que vous avez cités, racontent du comportement et de l'évolution des Allemands tout au long de la guerre, de ces années? Oui, et plusieurs d'entre eux, surtout les Américains en 1941, ils observent que la guerre n'était pas vraiment populaire en Allemagne. Mais pourquoi est-ce qu'après Stalingrad, les Allemands continuent à se battre avec tant de fanatisme? Et leur réponse c'est leur conscience des crimes
des crimes allemands. Oui. Et c'est Et quand exactement commence-t-il à savoir que l'Allemagne est en train de perdre la guerre, même s'il ne veut pas le reconnaître? C'est aussi la propagande qui joue sur cette carte. Non? Et c'est le mot que, heureusement qu'on l'a prononcé, le rôle de la propagande dans tout ça est central. Et ça mobilise la population, et de plus en plus, au fur et à mesure des défaites, les Allemands combattent avec plus de ténacité, si vous voulez, parce qu'ils savent ou craignent les vengeurs, la vengeance juive, la vengeance communiste. Donc, évidemment, plus on perd la guerre, plus on combat. Oui. Juste, on n'a pas d'autre choix. Oui, à propos justement de la société, de la vie mondaine, un épisode évidemment important de cette vie mondaine, vous le rappelez, c'est la destruction de l'élite juive, parce qu'il y avait une haute société juive évidemment. Berlin, c'était le paradis pour les millionnaires juifs aussi. Donc il y avait une très grande prospérité, la société assimilée, convertie parfois, juive, qui a été totalement détruite. Et alors que ces personnes-là avaient des liens extrêmement forts avec ceux qui ont célébré cette horrible fête pendant près d'une douzaine d'années. En France. Un vrai pillage. Mais vous l'avez montré, j'allais dire pas seulement pour la haute société, c'est ça qui est fou, c'est que c'est du haut en bas. Des Juifs, c'est vraiment une société de pillage et de vol avant la guerre même. Parce que les rachats à bas prix, l'expulsion des entreprises à partir du 1er janvier 1939, c'est énorme quand on pense. Le temps passe trop vite. Les collections d'art. Je voudrais vous citer, vous parlez de Gaston Gallimard qui écrit aux Allemands en janvier 1942, Pierre Assouline en parle dans sa biographie, pour acheter la maison Kalman-Levy qui appartenait à des Juifs. Et le grand Gaston Gallimard dit nous n'absorberons pas la firme Kalman-Levy, elle conservera son autonomie, elle aura un comité littéraire personnel avec Drieux-La Rochelle et Paul Morand. On sait qu'ils étaient pro-sémites, ces deux. Ils en feront partie. Et il ajoute, nous vous indiquons dès à présent que la librairie Gallimard est une maison arienne à capitaux ariens. Oui, alors on m'a dit, même mon collègue et ami Raoul Hilberg, peu avant sa mort d'ailleurs, me disait qu'on lui avait dit, il avait téléphoné chez Gallimard où il était publié pour demander si tout ça était vraiment l'intention de Gaston Gallimard, et on aurait répondu que non, que c'était vraiment pour sauver Kalman-Levy, qu'il l'avait absorbé pour le garder en quelque sorte. Alors c'est un débat que les auteurs de Gallimard sauront. Oui, c'est un débat très compliqué. Et effectivement, et une guerre est souvent mêlée à ces non, débats. j'allais plutôt parler à ce moment-là de Drieux-La Rochelle. J'ai aussi travaillé sur la NRF. Drieux, évidemment, est absolument indéfendable. De Drieux. Drieux est absolument indéfendable sur le plan politique. Encore qu'il a eu des utopies européennes en 1920, justement, il était pacifiste, il voulait supprimer les guerres. Mais enfin, il faut dire que Drieux s'est trouvé être une espèce de victime expiatoire, dans la mesure où c'est lui qui a assumé de prendre sur ses épaules la charge de la reparution de la Nouvelle Revue française pendant la guerre, et que donc là, il était aussi une manifestation de la bonne volonté des éditions Gallimard par rapport à l'occupation allemande. C'est-à-dire que Drieux connaissait bien Abetz. Abetz c'est ça, oui. Abetz l'avait d'ailleurs mis en garde. Il lui avait dit ne collaborez pas trop parce que les conditions de la paix seront terribles pour la France et tous les gens qui se seront compromis avec nous seront perdus de réputation, mais faites une revue littéraire. Saül Friedander raconte une visite de Céline à Jünger. Oui. Qui peut la raconter, puisque vous pouvez les deux. Enfin, je crois que vous êtes le et là, c'est dans page 478 de les années d'extermination. C'est intéressant de vous rencontrer. Il se rencontre à l'Institut allemand, je crois. C'est ça. Et donc, là, Jünger est absolument horrifié parce que Céline lui tient des propos d'une provocation délirante en disant « Mais là, les Allemands, vous êtes au pouvoir, vous avez des armes, pourquoi est-ce que vous ne fusillez pas tous les Juifs ?» Avec aussi l'arrière-pensée que si c'était des communistes, ils n'hésiteraient pas à fusiller tous les bourgeois. Et Jünger le considère comme une espèce de fou et de cas pathologique. Il dit c'est un homme de l'âge de pierre. Et là, ça rejoint les réflexions de Jünger sur la technique qui compte. C'est-à-dire que la technique
aux mains de gens qui n'ont pas fait toute l'évolution morale de la civilisation occidentale, rationaliste, les Lumières, etc., la technique peut se transformer en pur instrument aux mains de gens qui n'ont plus aucune référence morale. Ouais, c'était le cas. Vous avez rencontré Ernst Jünger, parce que vous avez fait des entretiens avec lui pour la télévision allemande. Comment était-il? Voilà. Alors, quel genre d'homme? Il avait 90 ans à ce moment-là. C'est ça. Alors, je l'ai rencontré un peu plus tôt. Alors, c'est très étonnant parce que tout le monde le trouvait extrêmement froid. Alors c'est peut-être parce que moi j'ai aussi un caractère réservé. Il a toujours été très chaleureux avec moi. Si vous voulez, j'étais d'abord il était très francophile. Quand vous étiez ensemble, vous parliez français? Non, allemand. Enfin, ouais. Mais vous auriez pu parler français parce qu'il parlait français. On aurait pu parler français, oui. Si vous voulez, j'étais le premier universitaire français qui avait fait une thèse sur lui. Son traducteur, alors il n'avait jamais le temps de lire les thèses et les écrits, mais son traducteur Henri Plard lui avait dit que mes travaux étaient bons, et donc il m'avait reçu avec beaucoup de gentillesse. Et alors là aussi, il ne faut pas jeter la pierre aux gens qui aiment bien manger et bien boire. Nous avons eu un point commun, c'est que nous aimons le champagne et les bons vins. Et j'arrivais comme un petit universitaire français tout à fait inconnu. Et j'ai été reçu, la première fois c'était en 79, comme un vieil ami. J'étais venu pendant l'hiver. Et vous regrettez quand même, parce que vous dites, qu'il ne se soit pas plus expliqué sur cette période? Alors, écoutez, là, c'est quelque chose de complexe, hein, parce que c'est le problème de la repentance. Personnellement, je ne suis pas un fanatique de la repentance. Non, mais là, pas la repentance, c'est l'explication. Alors, Jünger dit une erreur ne devient une faute que si l'on persévère. Et donc, tel que je suis dans l'analyse, hein, je suis dans l'extrapolation. Il a considéré que son engagement politique de l'entre-deux-guerres était une erreur, et une erreur grave, mais dans la mesure où il était revenu sur elle et où il avait, alors vis-à-vis des Juifs, il a été justement très clair, c'est-à-dire que lui-même et son frère ont démissionné de leur association d'anciens combattants, on parlait d'exclusion, quand cette association a exclu les membres juifs. Le journal nazi, le Völkischer Beobachter, avait publié des extraits de ses œuvres comme s'il était un collaborateur. Il a envoyé une lettre en disant « Démentez que je sois un de vos collaborateurs et pour l'instant, mes travaux personnels m'occupent suffisamment pour que je ne puisse pas participer. » Évidemment, c'était dit poliment. Enfin, il n'y a que les gens qui n'ont pas vécu dans un monde totalitaire on qui lit peuvent... un peu plus Ernst Jünger en Allemagne. Est-ce qu'il faut le lire en France, monsieur? Alors... Hein? Je crois qu'il est plus connu en France, plus apprécié en France qu'en Allemagne. Mais Julien dit qu'on commence à le lire un peu plus. Non, je dirais il est beaucoup plus connu en Allemagne qu'en France. Les tirages... On le lit plus en France qu'en Allemagne. Non. Ça fait le même nouveau. Non, les tirages, vous multipliez les tirages en France par 10 pour avoir les tirages en Allemagne. Alors, simplement, il est plus attaqué en Allemagne qu'il n'est attaqué en France. Salut Friedlander. L'extermination, c'est la dernière partie du livre. De quelle année à quelle année? C'est chaud. Elle commence, mais pas avec l'intention peut-être de s'étendre, d'être étendue à toute l'Europe, avec l'attaque contre l'Union soviétique. C'est-à-dire, au début, on ne tue que les hommes, les juifs mâles, et qui sont membres du parti ou fonctionnaires, mais bientôt les hommes juifs sont tués, avec ça ou là des femmes et des enfants. Ensuite, à partir de fin juillet, début août, ce sont des familles entières et puis des communautés entières. Donc l'extermination, si vous voulez, dans le temps, commence avec l'attaque contre l'Union soviétique. Le plan d'extermination totale des Juifs d'Europe, donc de Norvège jusqu'à Salonique, etc., ou jusqu'en Tunisie plus tard. Et à mon avis, cette décision est prise, comme je le disais tout à l'heure, en décembre 1941. Et les gens en parlent dès décembre. Ils ne parlent pas d'extermination totale, ils ne le savent pas. L'évêque Berning d'Osnabrück écrit dès février 1942, lui il le savait,
Es besteht der Plan, die Juden ganz auszurotten. Donc, il y a un plan d'extermination totale des Juifs, février 42, ce qui est tôt. Mais les habitants, comment est-ce qu'on sait tout ça? Parce qu'il y avait des rapports de police, donc les rapports du service de sécurité, du SD, sur l'opinion publique. Et alors à chaque fois, il y a la question juive. Les habitants d'une petite ville comme Minden, en Westphalie, discutent du sort des Juifs déportés il y a quelques jours de Minden à l'Est. Ils disent, les Juifs vont travailler dans les usines soviétiques, bien sûr, prises par nous. Ceux qui peuvent travailler, les autres, on les tue. Les vieux, les malades, les femmes, les enfants, on les tue. Donc, les habitants de Minden, en décembre 41, ne savent bien sûr pas qu'on va bientôt commencer à tuer tous les Juifs d'Europe, mais ils savent que leurs voisins sont déportés et que tous ceux qui sont incapables de travailler vont être tués. Ils disent ça entre eux comme ça. Et il y a la progression de l'armée rouge, oui, il y a Stalingrad, et il y a l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944. Oui, alors là... Quel effet ça a sur l'extermination? L'extermination est presque complète à ce moment-là. Entre mars 42, disons, mars-avril 42, et mars-avril 43, la majorité des Juifs d'Europe est déjà exterminée. Mais c'est le côté, si vous voulez, absolument systématique et implacable de l'opération qui frappe. En juillet 44, la guerre, entre-temps les Alliés ont débarqué en Normandie, etc. On se souvient qu'il y a des Juifs dans des petites îles de la mer Égée, donc des îles qui auparavant étaient occupées par les Italiens. On envoie un bateau pour prendre les Juifs de Rhodes et de Kos, et on les amène lentement d'ailleurs le long des côtes de Turquie, près des bases anglaises à Chypre, à Athènes, on les transporte, ceux qui ont survécu au voyage en mer, sur un train, on les envoie à Auschwitz pour les gazer, et ensuite il y a les Juifs hongrois. Les Juifs hongrois, oui. C'est méthodique, les Juifs hongrois, massivement. Vous dites, dans leur immense majorité, les Juifs ne devaient pas comprendre le destin qui les attendait. De n'importe quelle origine était-il géographique? Ils ne comprenaient pas. Ouais. Alors c'est ça peut-être Oui, allez-y. Il ne faut pas oublier aussi que plusieurs étrangers ne voyaient pas ce qui se passait en Allemagne parce que dans leur propre pays, il y avait dans les années 30 une persécution comparable, pareille, et aussi un antisémitisme. Et par exemple, W.E.B. Du Bois, le sociologue américain noir, il arrive en 1935 et conclut que la situation des Juifs à cette époque-là, à 1935, est pratiquement la même que celle des Américains noirs. La ségrégation des lois spéciales. Ce qui est vrai en 1935. La jeune génération. Sur les États-Unis de Roosevelt. La jeune génération des historiens allemands. Comment elle explique ce qui a été un mal absolu, les complicités? Oui, c'est exactement cette question qui m'a amené à faire ce type d'investigation parce que la génération de mes grands-parents n'a pas à l'expliquer. Non, la majorité ne voulait pas parler de ce genre d'expérience et c'est pour ça que je trouve que les témoignages internationaux sont disons, plus ouverts, plus complexes, plus directs. Vous voulez lire ces quelques lignes qui sont les lignes de votre conclusion? Oui. Quelle que fût la voie suivie, ces années-là, donc, les années de guerre, restèrent pour tous la période la plus significative de leur vie. Ils y étaient comme pris au piège. De manière récurrente, elle les replongeait dans une accablante terreur, et malgré le passage des années, le temps charriait l'indélébile mémoire des morts. Et pour vous? Pour vous-même? Si je l'ai écrit comme dernière ligne du livre, c'était pour dire on ne sort jamais du souvenir de cette époque. Et vous, encore? Vous vous êtes sorti. Est-ce que vous avez trouvé, comme votre nom l'indiquerait, la Frieden, la paix? Non? Friedlander, on ne la trouve pas. On ne la trouve jamais. On ne peut pas remonter le temps, on peut s'en souvenir, on ne pardonne rien. On peut s'en souvenir, mais
Et est-ce qu'on est sûr que nulle part ça se reproduira? Pas de la même façon, pas avec la même machine et volonté monstrueuse. On a eu des génocides depuis, et c'est la grande question. Est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter ce cours de meurtre collectif? Moi, je me permettrais de personnaliser un peu ma conclusion par rapport à ce que disait Saul Friedlander sur l'importance des petits faits et des images. Enfin. Et pour moi, qui étais un petit garçon en 1945, il y a quelque chose qui est absolument inoubliable. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision, on voyait les actualités au cinéma, et j'ai vu au cinéma les camps de concentration avec les amoncellements de cadavres squelettiques qui étaient mous comme des poupées et que les Américains étaient obligés d'évacuer avec des bulldozers. Et vous disiez, on se demande là comment quelque chose d'aussi inhumain peut se passer. Et là, j'étais un petit garçon, on m'avait appris la morale puérile et honnête. Je me dis, mais c'est des gens, ça, et on les traite comme ça, et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai eu une impression de monstruosité absolue, et sur laquelle je suis totalement resté. Ouais. Et toute la vie aura été marquée par cette image, parce que certainement. Votre père a été blessé dans la première Très grièvement, mondiale, etc. Vous auriez pu vous couper de l'allemand. Or, vous êtes devenu un grand universitaire, connaissant parfaitement l'allemand, et traducteur de l'allemand. Parce qu'il y a la langue allemande, et puis il y a les salopards. C'est ça. Alors, c'est ça, c'est-à-dire la langue allemande qui est une grande langue. J'ai eu la chance à l'école normale supérieure d'être l'élève de Paul Celan, qui m'a appris à traduire. Et donc, Paul Celan était capable d'écrire en allemand et il n'a pas cherché une autre langue. Donc c'est par l'intérieur qu'on peut peut-être corriger les choses et non en s'en coupant. L'émission se termine. Ce qui me frappe, c'est qu'à différents moments, vous évoquez des historiens qui avaient travaillé depuis des années dans les archives et qui avaient lu, vu, vécu avec ces massacres et ces morts. Quand on vous en parle et surtout quand vous en traitez, vous avez tous encore l'émotion tellement forte et la larme à l'œil, comme si c'était un souvenir et une présence de ces morts, et vous l'avez dit, qui ne vous quitteront jamais. Hein? C'est vrai. Ouais. Vous écrirez un roman ou une autre histoire un jour? Non. Ça. Et c'est fini? Non, mais autre chose. Autre chose. Eh bien, on vous attend pour autre chose. C'était Bibliothèque Médicis. Avec vous, l'immense historien que nous aimons beaucoup, Saül Friedlander. Avec vous, tous, l'équipe de Bibliothèque Médicis, avec Philippe Lallemand, Anne-Marie Moreau, Françoise Mananti, Céline Mévélec. Nous n'oublierons pas vos témoignages et votre participation à cette émission de Bibliothèque Médicis. À vous tous, merci et à bientôt. Merci d'être venus de Berlin. Et tout de suite, Parole du monde, un regard décalé sur les évolutions de la planète, présenté par Caroline Delage.